Bonsoir Madame la Préfète. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard ce soir. À mes côtés, Coralie Mollaret pour vous interroger. Bonsoir, et je vais lui donner tout de suite la parole. Elle va vous poser la première question. Bonsoir Madame Le Caillon. Alors c'est un débat. Faut-il vous appeler Madame la Préfète ou Madame le Préfet ? Alors si on était puriste, on dirait Madame le Préfet, puisque Madame la Préfète c'était l'épouse du préfet, mais vu l'augmentation du nombre de préfètes et une circulaire quand même, je crois à l'époque du Premier ministre, qui demandait à ce que tous les noms de fonctions soient féminisés. Maintenant, moi je souhaite qu'on m'appelle Madame la Préfète, et on ne s'interroge pas pour Madame la directrice de l'école. Non, ou ni Madame la pharmacienne, puisque c'est ni un Madame peu la pharmacienne. Effectivement. Rapidement, pour expliquer au plus grand nombre, concrètement, le rôle du préfet, de la préfète, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, d'abord, le préfet, c'est la seule fonction qui soit définie par la Constitution. Donc, il suffit, on a un article de la Constitution qui définit ce que c'est le préfet. Avant tout, on est le représentant du gouvernement, donc de l'ensemble des ministres, pas simplement du ministère de l'Intérieur. Et puis, on est en charge d'appliquer sur un territoire donné où on exerce l'ensemble des lois de la République, mais aussi d'aider les collectivités locales, et bien aussi à développer leurs projets, et d'être aussi des facilitateurs. Donc vous êtes la patronne de la gendarmerie, de la police Oui, de la DDCS, de la DPP, je travaille avec l'éducation nationale, je sors de chez le délégué militaire départemental. Donc oui, on a un rôle à la fois de direction d'un certain nombre de services et de coordination, notamment en période de crise. D'accord. Vous avez 61 ans. Alors, sans vous faire offense, vous êtes plus à la fin de votre carrière professionnelle. Comment vous appréhendez cette nouvelle fonction dans le Gard ? Avec beaucoup d'enthousiasme. D'abord, l'enthousiasme de découvrir un nouveau département. Je ne connais pas le Gard. Bon, je suis passée souvent sur l'autoroute A9, mais en me promettant un jour de venir visiter Nîmes. Voilà, donc c'est fait. Et puis oui, je suis plutôt en fin de carrière, sans m'interroger exactement à quelle date précise je m'arrêterai. Et vous avez la niaque ? À 61 ans, on a toujours la niaque ? Ah oui, on a toujours. Sinon, je pense que moi, j'aurais pu prendre ma retraite. J'ai les trimestres qui vont bien au mois de mai, donc j'aurais pu m'arrêter, et voilà. Le Gard, c'est un nouveau défi pour vous ? Alors le Gard, c'est un nouveau défi parce que moi, j'arrive d'un département qui est celui de l'Allier. Précédemment, j'étais préfète de la Haute-Saône. Et donc le Gard, avec tout ce que j'ai pu en appréhender, même modestement, avec les discussions que j'ai eues, alors avec mes collaborateurs, mais aussi avec Didier Loga, mon prédécesseur, montre que oui, il y a un enjeu qui est très très fort. Et à la fois, c'est l'enthousiasme et j'ai envie de dire l'honneur d'être nommé par le président de la République sur un poste comme ça. Ça veut dire que quelque part, la confiance existe du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Mais après, je pense que l'honneur et le défi, il est à la hauteur de cet honneur. C'est vous qui l'avez demandé ? On ne demande jamais. Est-ce que vous pouvez refuser ? Je ne suis pas sûre qu'il faille essayer. Sinon, c'est radié de... Voilà. Non, on ne demande pas, en fait, ça se passe comme ça. Moi, j'ai été appelée le mardi soir par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur pour une décision au Conseil des ministres le lendemain. D'accord. Mais on rappelle que, aussi beau soit-il, le département de l'Allier, il y a moitié moins d'habitants que dans le Gard. Oui, mais il y a peut-être plus de vaches, de vaches charolaises qu'il peut y avoir dans le département du Gard. Donc, comme quoi... Vous succédez à plusieurs hommes qui étaient effectivement préfets de ce département pendant des années. Est-ce que selon vous, c'est un avantage ou un handicap ? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que d'abord, il y a de plus en plus quand même de femmes qui sont d'abord sous-préfètes et ensuite préfètes. Je pense que les gens commencent aussi à s'y habituer. Il est certain qu'on a une façon peut-être différente de faire. Après, on a aussi nos personnalités. Enfin, j'ai envie de dire, on n'est pas qu'une fonction. Bien sûr. Donc on a nos personnalités, on a nos expériences professionnelles. Votre personnalité à vous, c'est quoi ? Comment vous vous définiriez en 3 adjectifs qualificatifs ? Eh bien, moi, je dirais le contact humain. Je dirais l'humilité aussi. Je pense qu'on n'est pas là pour faire... on est là pour travailler, pour être au service de l'intérêt général. Et puis, ce qu'avaient retenu notamment les élus de l'Allier, c'était la bienveillance. Et je m'y retrouve assez bien.
D'accord. Dans le Gard, il y a quand même un personnel politique que vous allez côtoyer qui est principalement ou majoritairement masculin. Dans votre parcours, comment ça s'est passé avec les élus hommes? Parce qu'on sait que les préfètes sont amenés à traiter avec les collectivités. Est-ce que des fois, quand on est une femme, il n'y a pas trop de familiarité de certains hommes, ou est-ce que peut-être ils ne vous prennent pas au sérieux? Moi, j'ai jamais rencontré ça. D'accord. Jamais. En toute honnêteté? En toute honnêteté. Toujours eu le respect. Le respect de la fonction d'abord, et puis le respect de la personne. Et j'ai jamais eu, quels que soient les postes que j'ai occupés, j'ai jamais rencontré cette difficulté. Donc, il n'y a pas de raison que je la rencontre. En deux mots, sur le département du Gard, quel regard vous portez sur notre département et ses différentes aspérités? Je pense que les habitants du Gard ont un certain caractère, ce qui n'est pas forcément pour me déplaire. Tous les départements ont leurs spécificités. Je pense que celui-ci, il doit être certainement différent, j'allais dire, entre la Camargue et les Cévennes. Je pense qu'on est dans des situations qui sont différentes. Vous avez les grandes villes, vous avez les plus petites. Vous avez la beauté des paysages, vous avez des quartiers difficiles, vous avez des traditions. Donc je pense que moi j'arrive vraiment avec la volonté de le découvrir, mais j'ai envie de dire de le découvrir de l'intérieur. Pas de surfer sur le département, parce que moi c'est l'habitude que j'ai eue, c'est vraiment d'habiter personnellement là où je suis nommée, parce que je pense que c'est aussi en vivant la vie des gens qu'on peut percevoir aussi un certain nombre de choses. Et tout à l'heure, Abdel le disait, c'est un véritable défi, vous venez encore de le dire, c'est que le Gard, c'est un département multirisque, il y a différents paysages, donc autant de problématiques, il y a différents types d'habitants de ville. Comment vous allez faire pour de suite être opérationnel, surtout qu'on est en temps de crise? D'abord, on n'est pas tout seul, on a aussi nos collaborateurs. On a aussi les élus qui ont l'antériorité, on a aussi l'expérience qui a été vécue dans ce département, et après on apporte aussi ce qu'on est. Mais dans un premier temps, je pense que, quand je disais tout à l'heure dans mes traits de caractère l'humilité, il faut d'abord regarder comment ça se passe. C'est-à-dire, moi j'arrive avec mes expériences, j'ai connu aussi différentes choses. On apprend plus vite avec l'expérience? C'est pas qu'on apprend plus vite, mais je pense qu'on a quand même certaines clés d'analyse et d'action. Je veux dire, quand vous gérez une crise sanitaire, vous la gérez de la même manière dans le Gard ou dans l'Allier ou dans la Haute-Saône ou à Paris. Il y a quelque chose de peut-être un peu différent dans le Gard, c'est qu'on est une terre de tradition. Vous en avez parlé il y a quelques instants, entre les fêtes votives, entre les férias, entre les manifestations anti-corrida. C'est quoi votre avis à travers tout cela? C'est de pérenniser toutes ces traditions dans notre département au maximum? D'abord, c'est de les comprendre. Moi, je ne les connais pas. Donc, je ne peux pas vous dire je suis pour la corrida, je ne suis pas pour la corrida, je suis pour les fêtes votives ou pas les fêtes votives. Jamais une fête votive ou une corrida, vous n'êtes jamais allé? Non. Et vous n'avez jamais vu? Non, j'ai jamais eu l'occasion. En fait, j'ai jamais été en poste dans des départements où ces fêtes existaient, donc je peux pas vous dire. Après, les fêtes votives, si j'ose un parallèle, j'étais en poste 4 ans dans le Nord. Bon, les Ducasses dans le Nord, c'est pareil, c'est des fêtes qui existent, etc. Des fêtes de village. Des fêtes de village. Bon, il y a juste les taureaux qui sont pas dans les rues, quoi. J'ai envie de dire, ou les vachettes, etc. Mais je veux dire, je pense la richesse de notre pays, c'est aussi toutes ces traditions différentes, donc qui sont issues d'histoires différentes. Et je pense qu'il faut d'abord rentrer dedans. Donc moi, je peux pas vous dire je suis pour, je suis contre, j'ai jamais vu. Vous êtes arrivé en tout cas au moment où le département connaît cette crise sanitaire. On n'est pas bien évidemment dans une situation aussi difficile que d'autres départements en France. À la fois, depuis quelques jours, on le voit, le taux d'incidence continue à progresser dans le département du Gard. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que vous êtes dans une approche très précise du sujet? Alors, dans une approche précise, je ne sais pas, j'ai vu ce matin le délégué territorial de l'ARS. Claude Rox. Voilà, parce qu'il y a des moments où il y a des directeurs qu'on voit un peu plus rapidement que les autres, et là c'était important. Depuis que je sais que je vais là, quand je vais tous les matins sur le site de Santé publique France, je regardais 2 départements, celui où j'exerçais parce qu'il fallait quand même que je sache, et puis je regardais quand même le département du Gard, et effectivement je me suis rendu compte qu'en 3 semaines, on est passé à peu près de 217, 220 à maintenant 244
taux d'incidence. Après, le taux d'incidence, il faut regarder aussi avec les taux de positivité. Donc, on est quand même un peu au-dessus de la moyenne nationale. Maintenant, moi, ma conviction profonde, c'est que, outre actuellement et encore pendant un certain temps, le respect des gestes barrières, c'est quelque chose d'essentiel. Et ce qui nous permettra d'aller mieux, c'est la vaccination. Vous pensez peut-être, vous venez d'arriver, mais d'accroître les contrôles pour vérifier que le port du masque est bien appliqué dans les villes Accroître, je ne sais pas, parce que les contrôles existent déjà, il y a déjà des verbalisations. Donc, est-ce qu'il est nécessaire d'accroître ? Pour l'instant, je me suis pas fait mon idée. Je pense qu'il faut garder un certain équilibre. Il y a des moments, j'ai envie de dire, quand on est tout seul dans la rue, il n'y a pas grand risque. Quand on se retrouve à un endroit où il y a beaucoup plus de monde, eh bien, à la fois on doit se protéger, et puis le fait de se protéger, ça protège aussi les autres. Donc je pense que c'est aussi un esprit un petit peu collectif de se dire que c'est vraiment ensemble qu'on s'en sortira, et que l'attitude des uns peut avoir une conséquence sur la santé des autres. Au-delà de la crise sanitaire, c'est quoi les priorités, Madame la Préfète, pour le Gard ? Alors, les priorités, donc moi, des premiers éléments que j'ai, bien évidemment, le plan de relance. Je pense que, et on l'a bien vu, alors grâce aux mesures gouvernementales, notamment le chômage partiel, le soutien, on a réussi quand même à avoir un filet de sécurité. Ceci dit, il est important que les entreprises repartent. On voit bien que toutes celles qui sont dans l'événementiel, tout le spectacle vivant, c'est difficile. Là, actuellement, les grands centres commerciaux sont fermés. Et donc, je pense que le plan de relance, il est là aussi, y compris pour accompagner des entreprises qui ont des vrais projets de redémarrage. Après, moi, ça fait pas assez longtemps que je suis arrivée pour vous dire dans quel secteur. Le plan de relance, après, c'est national, c'est décliné au niveau départemental. Mais... Alors, vous avez deux types de. Vous avez 3 piliers, transition écologique, tout ce qui est cohésion sociale, et puis donc. Cohésion sociale que vous connaissez d'ailleurs. Alors, cohésion sociale que je connais un petit peu. Donc voilà, donc c'est important. Et vous avez des appels à projets nationaux, donc il faut bien s'assurer que tout le monde en a bien connaissance pour pouvoir postuler. Et puis vous avez aussi des mesures qui relèvent du niveau régional. Voilà. Et vous, en tant que préfète, justement, par rapport à ce plan de relance, qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Lancer les appels à projets, vérifier que... Alors, je pense que le rôle principal, c'est, tel que je l'ai surtout vu dans mon département précédent, mais il n'y a pas de raison que ça soit différent, c'est s'assurer que chacun connaît bien les appels à projets. Donc, ça veut dire qu'il y a un rôle d'information. Pour des entreprises ou des collectivités qui sont plus petites, ça peut être aussi le rôle des services de l'État en ingénierie d'accompagner, parce que les dossiers, il faut les faire. Et puis après, c'est de s'assurer que les choses se déroulent bien. Donc moi, je vais demain à Alès, donc c'est le sous-préfet d'Alès qui est le sous-préfet en charge de la relance. Donc voilà, c'est un sujet dont on va parler avec lui. Après, l'autre sujet, c'est la sécurité quand même. Le ministre de l'Intérieur est venu il n'y a pas très longtemps. Vous nous devancez, oui. Oui, le ministre de l'Intérieur est venu. Oui. Gérald Darmanin. Parce que c'est vrai que la situation nuimoise est préoccupante. Il y a eu quand même 5 décès depuis le début de l'année. Il y en a eu beaucoup aussi l'année passée. Quel regard vous portez sur la situation nîmoise, et surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce fameux contrat local de sécurité auquel veut prétendre le maire de Nîmes ? Alors, deux choses. Moi, j'étais pas sur les mêmes sujets, mais ce qui se passe ici et qu'on voit qui évolue, et ce à quoi vous faites référence, on se rapproche un peu quand même de ce qui se passe à Marseille. Sur le trafic de drogue et sur le trafic de drogue. Donc il y a un vrai enjeu de lutte contre le trafic de drogue. Le positionnement géographique du Gard fait que c'est un sujet qui est effectivement prégnant. Et puis, il y a aussi tout le côté, lutte contre la délinquance du quotidien, qui impacte aussi d'une façon très, très forte la vie des habitants de ce département. Mais face à une situation qui s'aggrave, est-ce que vous pensez que ce fameux contrat local de sécurité pourrait permettre d'endiguer un peu ce phénomène ? Écoutez, il n'en existe qu'un autre en France pour l'instant, qui est à Toulouse. Il y a Arles aussi. Arles aussi ? Oui, Arles aussi. Donc, je pense qu'il faut... Plus petite commune que Nîmes, d'ailleurs. Il faut qu'on regarde, parce qu'il faut qu'on travaille sur à la fois les engagements de l'État, et puis il n'y a pas que les sujets, donc engagement de l'État, engagement de la ville, et puis
c'est un peu comme la politique de la ville. Il y a la question sécuritaire, mais il y a aussi les autres sujets. Il y a les sujets de prévention de la délinquance, il y a les sujets d'éducation nationale, il y a des sujets, la reconduction des colos apprenantes. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Donc pour l'instant, vous n'avez pas encore votre point de vue, vous attendez... Voilà, j'ai juste le modèle de la Convention de Toulouse. Mais donc j'attends un peu, mais on va commencer à y travailler puisque le ministre... C'est un sujet sur lequel vous serez entièrement mobilisé. Enfin, ça fait partie vraiment de vos priorités absolues pour démarrer effectivement votre mandat ça à Nîmes. Ça fait partie des priorités, oui. D'ailleurs, ma première visite de service a été à la direction départementale de la sécurité publique où j'ai rencontré, outre le directeur et son adjoint, l'ensemble des responsables des services. Pour faire le point sur la situation sécuritaire. Faire le point sur la situation, voilà, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, et puis surtout faire connaissance, parce que pour lutter contre la délinquance, je pense que la police nationale et la gendarmerie font vraiment ici du très très bon travail. Après, il faut qu'il y ait la confiance entre préfet, directeur départemental. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître, donc il faut le faire rapidement parce que le sujet est important. On dit un mot de la rénovation urbaine, Coralie ? Oui, du logement, sujet que vous connaissez bien puisque vous étiez collaboratrice de l'ancien ministre du Logement, Christine Boutin, si je ne m'abuse. Bon, ici on est un peu plus protestant, mais en tout cas le logement, vous le connaissez bien. L'État est laïque. L'État est laïque, effectivement. Est-ce que votre expérience, justement, elle peut apporter un plus pour ce projet de rénovation urbaine? Alors c'est à peu près un peu moins de 500 millions d'euros. On n'a toujours pas signé la convention d'engagement qui pourrait débloquer tous ces fonds et lancer véritablement le projet. Vous, est-ce que vous le connaissez un petit peu et est-ce que votre expérience peut être un plus? Alors, pour être honnête, non, je ne le connais pas du tout. Enfin, je veux dire, j'ai bien vu qu'il y avait le deuxième, ce qu'on appelle l'ANRU 2, donc qui allait démarrer à Nîmes. Donc il faut effectivement absolument que les conventions soient signées parce que c'est comme ça qu'on va commencer à avoir les crédits aussi et qu'on va pouvoir démarrer. Vous les connaissez, les personnes de l'ANRU, de par votre expérience? Et ça pourrait peut-être faciliter aussi des fois le... Ouais. Alors, on a toujours un correspondant des départements, donc on a à l'ANRU quelqu'un qui en fait a un regard sur le département, donc il vient juste de changer, donc je prendrai contact avec. Après nous, en tant que préfet, c'est pas très compliqué aussi d'appeler le directeur général. Et puis je rappelle que nous sommes les délégués territoriaux de l'ANRU, donc on est aussi dans cette maison ANRU. Après, mon expérience me fait dire aussi que si on fait que de la réhabilitation de logements et que ça s'accompagne pas, et c'est ce qui se fait à travers la politique de la ville, avec des délégués du préfet qui sont présents dans les quartiers, etc. Si on ne se prend pas en charge ce côté-là, ça sera compliqué. Il faut mener les deux de front. C'est-à-dire que, évidemment, la rénovation de l'habitat, essayer de remettre de la mixité sociale dans ces logements. Mais on sait que c'est compliqué parce que les quartiers sont connus et qu'on n'a pas forcément envie d'y habiter. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas aller dans les villages. Alors vous allez le découvrir, mais de par la problématique du transport ou parce que certains villages ne sont pas très, très chauds pour prendre... Oui, et je pense qu'il faut... Alors encore une fois, je ne connais pas les quartiers ni moi, mais pour avoir travaillé sur ces sujets-là dans d'autres communes un petit peu plus petites, il ne faut pas oublier aussi l'attachement des gens à leur quartier. Oui, aussi. C'est-à-dire, moi j'ai habité en région parisienne, dans les cités construites dans les années 60. Je veux dire, j'avais toujours vécu là. Et en fait, on voit toujours l'extérieur de ces quartiers. Alors déjà, il y a souvent un renouvellement d'habitants. Et puis en même temps, on ignore peut-être aussi un peu toutes les solidarités qui se jouent dans ces quartiers. Voilà. Donc ça, il faut... Alors c'est compliqué, ça veut dire que quand on change un quartier, il faut accompagner les habitants dans ce changement, parce que quand vous voyez, alors je ne sais pas si ça sera le cas ici, votre tour où vous avez habité pendant 25 ans qui tombe, les gens, ils sont émus autour. Moi, j'étais au milieu de personnes à Mâcon où ça s'est passé, et donc il y avait eu avant un vrai travail d'histoire, mais les gens étaient très émus. Et puis après, oui, il faut ce côté aussi changement et accompagnement, comme on fait dans le cadre de la politique de la ville. On a l'impression ce soir que c'est une sensibilité que vous portez aussi, de ne pas jouer la carte du tout sécuritaire. Vous êtes vraiment dans une envie aussi de marquer par de la cohésion sociale et par l'accompagnement dans l'anticipation également des difficultés qui peuvent arriver les années qui suivent. Parce que ma conviction personnelle, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Après, peut-être que je me trompe.
Mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je veux dire, et pour ça, il faut vraiment s'appuyer sur les forces vives de ces quartiers. Les associations notamment, les habitants. Vous allez aller à leur rencontre ? Ah, bien sûr. Je ne peux pas vous dire quand. Mais oui, parce que, comme je l'ai dit, c'est aussi comme ça qu'on appréhende les choses. C'est-à-dire que les choses, on ne les appréhende pas uniquement en lisant des dossiers et des rapports et en additionnant des chiffres. Mais c'est vrai, ce que dit Abdel, il y a un petit côté humain que certains hauts fonctionnaires n'ont pas forcément. Mais j'ai souhaité aussi être directrice départementale de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône, ce qui ne va pas de soi. Moi, j'étais secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, donc j'aurais pu continuer Vous avez eu un parcours vous êtes formé à Metz, très administration. C'est pour ça que ce côté humain, il est presque antagoniste, sans faire offense parce que je pense, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas que des fonctions et que nous avons aussi... Et puis de par notre vie de famille, les difficultés qu'on a dans chaque famille, par les personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière. Et quand j'ai été... C'est moi, là, du coup, qui avait choisi effectivement d'être directrice départementale de la cohésion sociale. Et à l'époque, et je pense que c'est toujours ça, c'était la plus grosse de France, quoi. Et donc avec des sujets prégnants comme ceux d'ici. Et moi, je crois beaucoup aussi à la valeur humaine, et je crois beaucoup à que cette valeur humaine et ce côté humain, c'est celui-là qui fait déplacer les montagnes. C'est pas forcément de repeindre les bâtiments. Mais repeindre les bâtiments, c'est... Oui, mais repeindre les bâtiments, c'est parfois le premier niveau, et il faut d'abord en passer par là. Merci, Madame la Préfète, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions ce soir.